Bienvenue à tous dans Politicia, votre lucarne politique. L'heure est au bilan au Sénégal qui célèbre ce 4 avril 2026 son 66e anniversaire d'indépendance. Le bilan du régime Diomaye Faye, Ousmane Sonko en 2 ans de mandat, plusieurs réformes présentées comme structurantes. Par ailleurs, un bilan contrasté entre rupture réelle dans la gouvernance, la souveraineté sur les ressources, une promesse sociale encore en suspens et une cohésion au sommet de l'État considérée ou progressivement effritée. Le verre peut-il être considéré à moitié plein ou à moitié vide? Ce Politicia pour jeter un regard sur le bilan à mi-mandat du président Diomaye Faye. Et pour ce faire, nous avons en duplex de New York Dame Babou, journaliste correspondant du groupe Sud Communication Sénégal. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup et je suis heureux d'être avec vous. Nous avons également en plateau Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Victor Diokoyi, journaliste, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. C'est un honneur. Dès sa prise de fonction, le président Diomaye Faye a lancé plusieurs réformes, notamment institutionnelles, visant à restaurer la crédibilité de la justice, à limiter l'influence de l'exécutif, notamment la refonte du Conseil supérieur de la magistrature. Nous aurons plus de détails dans cet élément de la rédaction. 2 ans après son élection historique le 24 mars 2024, avec 54,28% des voix, le président Bassirou Diomaye Faye dresse un bilan à mi-parcours qualifié d'élogieux par la classe politique. Avec son premier ministre Ousmane Sonko, il a lancé dès ses débuts des réformes institutionnelles visant à restaurer la crédibilité de la justice et limiter l'influence de l'exécutif. Parmi les réformes engagées figure la refonte du Conseil supérieur de la magistrature, la création d'une juridiction des libertés et la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle indépendante. Le Sénégal traverse une crise sans précédent depuis 2021 jusqu'à présent, donc avoir un impact par rapport à ce plan social-là. Je pense que le président a su ménager vraiment beaucoup de ressources pour permettre en tout cas de soulager le calebasse de la ménagère. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, 162 personnes ont été interpellées et 2,5 milliards de francs CFA saisis. Sur le plan économique, la dette dépasse 100% du PIB et le déficit 12%, mais le gouvernement a lancé des audits et réformes fiscales tout en mettant en place des mesures sociales. 342,5 milliards de francs CFA d'économie pour les ménages en 2025 et un registre social élargi à 1 million de bénéficiaires. Ça reste beaucoup à faire. Donc on comprend vraiment cette situation qui est due à beaucoup de problèmes qu'ils ont trouvés ici au niveau du transfert de l'État. Je pense que globalement, il y a du travail. Malgré ces efforts, le coût de la vie, le chômage des jeunes et la lenteur des changements alimentent l'impatience. À mi-mandat, le pouvoir a posé les bases de sa politique de rupture, mais reste attendu sur des résultats concrets dans le quotidien des Sénégalais. Concernant aussi les deux, c'est-à-dire 2 ans, moi je suis très satisfait par rapport à leur bilan parce que vu le contenu qu'ils nous ont proposé, vu aussi l'agenda 2050, vision 2050, moi je me réjouis par rapport à ça. Personnellement, à mon avis, l'État n'a pas encore répondu aux attentes de la population vis-à-vis de la justice, vis-à-vis également en tout cas, la réconciliation avec la population, malgré que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, annonce son engagement pour la réconciliation avec la population. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu un impact réel pour la réconciliation de la population. On ne peut pas construire un pays en seulement 2 ou 3 ans. C'est pourquoi j'estime que le gouvernement déploie des efforts réels en posant des actes concrets face à la dette héritée de l'ancien régime,
dont une partie est en cours de remboursement. Ce qui est des attentes, on peut dire que les attentes demeurent, mais ce qui compte pour moi, c'est la volonté. C'est la volonté. Et vraiment, le gouvernement a la volonté de bien gérer, en tout cas, cette transition. Nous sommes de retour sur ce plateau. Dame Babou, je commence par vous. La lutte contre la corruption s'est concrétisée par l'activation du pôle judiciaire financier le 10 août 2024 au Sénégal. Et comme vient de le mentionner cet élément, nous avons 2,5 milliards de francs CFA saisis. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur la question de la corruption et ce qu'ils appellent la reddition des comptes. Mais c'est vrai que sur le plan de l'éco-politique au niveau des populations, c'est très compliqué pour le gouvernement en place parce que dès le départ, je ne sais pas si c'est une erreur de stratégie ou bien c'était voulu, mais le fait de démarrer avec les personnalités politiques les plus en vue et qui sont les proches de l'ancien président Macky Sall a tout de suite donné l'impression que c'est plutôt la chasse aux sorcières ou bien en tout cas c'est une revanche qu'on prend sur des adversaires politiques. Vous vous souvenez bien que c'est le frère de la femme du président Mansour Faye qui était le plus en vue parmi ces personnalités est arrêté et le député Farba Ngom, peut-être le plus grand soutien politique du président Macky Sall à l'époque et qui est un député du Nord, la région d'origine du président Macky Sall. Si on démarre avec de telles personnalités, même si ce qu'on leur reprochait était avéré, c'est très difficile de convaincre les Sénégalais que on décide de vraiment de combattre la corruption cette fois-ci et que malheureusement, en tout cas, du point de vue de la perception politique pour le président Diomaye Faye et le premier ministre Sonko et leur gouvernement, ces deux personnalités, par exemple, au niveau de la justice, ils ont conquis de véritables victoires du point de vue judiciaire. Les juges les ont déclarés pratiquement, ils les ont libérés sur la base de contestations sérieuses. C'est vrai qu'on a continué et cela crée un peu une atmosphère de prudence de la part de ceux qui gèrent maintenant les deniers publics du pays, mais je pense que la politisation à outrance du point de vue de l'opposition comme du point de vue du pouvoir a quand même donné une certaine faiblesse à cette initiative du nouveau gouvernement. Victor, réaction? Bon, je pense que le gouvernement actuel avait 4 épines dorsales dans sa promesse électorale quand il devait arriver au pouvoir. Évidemment, le premier élément, c'était la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption pour amener l'État à avoir une gestion sobre. Parce que, arrivé à un certain moment au Sénégal, on avait pensé que pour être riche, il fallait être au pouvoir, ou bien il fallait marcher avec le pouvoir. L'autre élément de cette épine dorsale, c'était la refondation de la justice et puis de l'économie. Parce que il y avait des tentatives de négociation avec des multinationales et ces négociations n'étaient pas au goût des tenants du pouvoir parce que le partage des richesses était mal calibré. Le troisième élément, c'était la souveraineté nationale. Et le quatrième élément, c'était la capacité que devait avoir l'État de mettre la main sur les ressources. Voici ce qui a guidé la promesse électorale de Diomaye Faye et de Bassirou Faye qui les a envoyés donc au pouvoir. Dans le cadre de la corruption, l'enquête dont vous parlez, qui a été d'ailleurs très contestée parce qu'au Sénégal, ça a été, comment dit-on ça, vu ou regardé comme une chasse aux sorcières, était dans l'optique de lancer une alerte profonde à l'intérieur de la classe politique et pour dire à cette classe politique-là que la gestion
qui était passé et qu'il y avait une nouvelle façon de regarder le système politique, social et économique du Sénégal. Michel, votre analyse? Bon, moi, je pense que les piliers sur lesquels Diomaye et toujours son condisciple, Sonko, avaient lancé leur campagne présidentielle, c'était la refondation institutionnelle et la justice sociale. Tous ces principes-là allaient de soi avec une saine gestion des finances publiques. Mais quand on arrive, comme l'a dit notre co-débatteur aux États-Unis, quand on arrive et puis les personnes ciblées sont des proches du pouvoir précédent, on se dit que c'est tout à fait indiqué que le peuple pense que c'est une chasse aux sorcières. Maintenant, comment on fait pour rectifier ces choses-là? La justice sénégalaise a montré quand même avec ses juges qu'elle est au-dessus souvent des décisions politiques. Donc la justice les a libérés. Aujourd'hui, on le dit, il ne faut pas se le cacher, ils ont du mal à retourner encore, chasser d'autres fossoyeurs de l'économie, comme on peut le prétendre par leurs agissements. Donc, ils sont aujourd'hui mal barrés. Moi, je dis, Diomaye et son parrains, Sonko, sont mal barrés vis-à-vis des Sénégalais. Ils ont fait des promesses. Quand on fait des promesses, le peuple attend la réalisation de ces promesses-là. Mais jusqu'ici, 2 ans de mandat, on n'en est même pas encore arrivé à solutionner certains problèmes tels que la cherté de la vie, le chômage. On en est encore à se battre avec ceux qui sont sortis du pouvoir. Ça donne l'impression qu'on est de l'impréparation. Ça donne un sentiment d'impréparation vis-à-vis de ceux qui gouvernent aujourd'hui au Sénégal. Et il faut très vite que cela soit corrigé pour qu'on leur prête la confiance qui avait valu et puis qui a fait que le peuple les a portés au pouvoir. Donc pour vous, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Bon, c'est au peuple sénégalais d'en juger, mais nous, de loin, on se dit que rien n'a été, vraiment, les grands pas annoncés, la bataille pour la souveraineté, la bataille pour la gestion équitable des ressources issues du pétrole et des hydrocarbures, tout cela n'est pas encore perceptible au niveau du peuple sénégalais. On voit aujourd'hui la dette sénégalaise est enflée. On parle vraiment de croissance, mais la croissance n'est pas encore sensible au niveau des populations même elles-mêmes. Donc, on se dit, ben, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va arriver? Aujourd'hui, moi, je regarde le Sénégal et je me dis, ben, la promesse, vraiment, on attend l'accomplissement de certaines promesses. C'est cela mon sentiment premier. Dame Babou, des critiques affirment que certaines réformes, justement, restent davantage des annonces politiques. Et on a aussi, à côté de ça, un taux de chômage élargi à 19,2% en zone urbaine, recensé au 3e trimestre 2025. Est-ce que, selon vous, il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau? Je crois que comme vous dites, est-ce que le verre est plein, à moitié plein ou plein? Je pense que le verre est transparent. Parce que on nous dit comment on va le remplir, mais on n'a même pas encore commencé à le remplir. On a fait des réformes annoncées qu'on a écrites sur papier, sous forme de programme. Si vous regardez par exemple le communiqué du Conseil des ministres d'hier, la communication du président de la République, qui était censé centrer sur le bilan, il n'y a que les réformes prévues, telle réforme, on a changé. Mais même ces réformes-là restent au niveau de la programmation politique, parce que jusqu'à présent, les lois essentielles qui gouvernent l'économie du Sénégal, il n'y a pas encore une seule réforme réellement votée par l'Assemblée nationale. Et si vous voyez aussi sur le plan de la gestion, de la gérance de l'économie du pays, ce sont les mêmes agences, les mêmes formes, le même format, l'exécution des mêmes programmes, avec le même style. Même le communiqué du Conseil des ministres, si vous le lisez, par exemple, comparé aux communications, le communiqué du Conseil des ministres en Côte d'Ivoire, au Rwanda,
où on vient avec un ordre du jour de quelques points, on dit telle décision a été prise. Contrairement à ça, on fait comme ce qu'on faisait depuis Senghor. Le communiqué du président de la République, le communiqué du Premier ministre, le communiqué des ministres, etc., jusqu'au bout. Donc, je pense que on est toujours en phase de préparation des actions qui ont été promises aux Sénégalais. C'est ça qui commence à poser un problème politique réellement pour le gouvernement au Sénégal. Parce que on n'a pas encore vu au niveau de la législation qui gouverne l'économie du pays, au niveau des structures qui sont chargées de cette gouvernance-là, au niveau du type de poste qu'on nomme et la manière dont on nomme, à part quelques exceptions où on a fait appel à candidature, on fait toujours la même chose. On vient en conseil des ministres, on dit le président de la République a nommé un tel au poste d'un remplacement de un tel et un tel. Je ne vois pas encore des actions d'envergure qui sont contraires à la manière de gérer l'économie du Sénégal depuis. Sur le volet justement économique, Victor, je me tourne vers vous. La dette totale du secteur public et parapublic atteignait même 132% du PIB à fin 2024, selon le Fonds monétaire international, dont environ 4% en arriéré intérieur. Des révélations qui ont entraîné la suspension en 2024 d'un programme de financement du FMI d'environ 1,8 milliard de dollars. Après la découverte de données falsifiées. Donc ici, est-ce que des progrès ont été faits dans ce sens où ça vient ternir justement l'image économique du Sénégal? Ça ternit l'image économique du Sénégal. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir avec évidemment Ousmane Sonko, ils ont lancé une série d'audits économiques pour permettre de faire le diagnostic du gouvernement passé. Ils ont découvert à cet effet qu'une dette de près de 4 250 milliards avait été cachée et pourtant, ne sachant pas, ils ont pris des engagements devant les institutions financières internationales et les marchés publics, les marchés internationaux. Il s'est trouvé que le discours qu'ils ont rendu n'était pas juste. Et ça les a fragilisés. Ça les a fragilisés. Il se trouve que les réformes dont on parle, notre ami qui est aux États-Unis, notre frère le Sénégalais, qui est en duplex avec nous, parle d'un verre qui est transparent, mais en réalité, il faut qu'ils sachent que les réformes, ça coûte de l'argent, mais ça coûte beaucoup d'argent. À cause de cette dette cachée, le FMI n'a plus voulu financer, évidemment, la suite de leur programme que le gouvernement a appelé le projet. Donc, évidemment, ces réformes ne peuvent plus être faites. Ce qui ramène le gouvernement à retomber dans l'ancienne pratique. Et c'est pour cette raison qu'on a encore la vie chère. Mais au Sénégal, c'est le 4e pays en Afrique de l'Ouest le plus cher. Les loyers, l'énergie, le panier de la ménagère, etc., sont complètement hors de prix. Donc, pour répondre à votre question, oui, cette découverte de la dette cachée a complètement cassé la confiance que les marchés internationaux et naturellement les institutions financières internationales avaient placées dans le Sénégal. Babou, je me tourne vers vous. Rapport publié en février 2025 qui a présenté la dette publique comme soutenable, évaluée à 74,4% du PIB en 2023, mais qui en réalité s'est révélé atteindre en réalité 111% avant de grimper à près de 119% en 2024 en raison de passifs non comptabilisés sous l'ancienne administration. Un écart énorme justement qui confirmé par le cabinet international Forvis Mazars, qui plonge notamment le pays dans une crise de confiance avec ses partenaires internationaux. Bon, moi, j'admets que c'est comme ça que les autorités actuelles présentent la situation.
Mais tous les experts ne sont pas d'accord sur cette question. Et moi, franchement, les institutions internationales, j'ai un problème. Comment le FMI, qui est le gendarme de la finance internationale, a pu rester aveugle pour que ça puisse se produire? Jusqu'à présent, j'attends vraiment une explication claire et des données officielles claires. Parce que même le rapport Mazars dont vous parlez, je pense que ce n'est qu'au niveau du gouvernement que quelques personnes l'ont lu. Le public, les experts, ceux qui surveillent l'économie mondiale n'ont pas encore confirmé que cela est arrivé. Mais ce qui se passe, c'est que le FMI, je pense, n'a pas joué français. Ça, je le dis. Je le pense réellement. Parce que vous ne pouvez pas, d'un mois à l'autre, partir de 80 et quelques % de la production intérieure brute à 113, à 130. Ça ne me paraît pas crédible. Et en soi, 120 ou 130 ou 140 de la dette publique vis-à-vis du PIB, c'est très relatif. Le Japon est à plus de 150. Les États-Unis sont à plus de 120 et d'autres pays. Mais la capacité à mobiliser suffisamment de ressources internes et fiscales pour rembourser à temps, c'est ça le problème, c'est ça notre difficulté. Par contre, ce qui a surtout ajouté à cette difficulté, c'est les discours politiques sur l'économie. Quand on politise le discours économique, ça crée tellement de suspicions parce que ceux qui ont l'argent, les financements du FMI ne font pas marcher une économie. Vous parlez d'un décaissement de 1 milliard et quelques, cela veut dire peut-être 700 milliards, 800 milliards de francs CFA, ça ne représente pas grand-chose. Mais le fait de la suspicion de l'économie fait que vous ne pouvez plus emprunter avec des taux consensuels et vous ne pouvez plus emprunter avec une maturation longue. Là où vous deviez payer une dette à 20 ans, vous êtes obligé d'en payer à 25 ans. Ça, c'est le discours politique qui a aggravé la situation. Ok, Michel, réaction? Oui, il faut le dire, comme l'a dit notre co-débatteur depuis les États-Unis, le discours politique était souverainiste. Moi, tu sais, je lisais la dernière fois les mémoires de Abdou Diouf, hein, l'ancien président du Sénégal. Il disait pour construire le palais de justice, il a dû appeler les partenaires internationaux. J'ai dit, mais attends, le Sénégal est aussi en difficulté financière au point, pour construire un bâtiment, on a besoin d'aide internationale. Ça vous dit que les pays africains, notamment de la sous-région, sont fortement dépendants de l'aide internationale. Quand tu viens et tu veux réformer l'économie, il faut avoir les reins solides. Je pense que c'est tout le problème du Sénégal. Le Sénégal a tenu un discours qui est aux antipodes de ce que ses partenaires attendaient. Quand il parlait de souveraineté économique, revoir la parité du franc CFA, mais quand tu revois tous ces paramètres-là, mais la dette, comment tu la soldes? Parce que c'est ça aussi qui fait que chacun sait combien tu lui dois. Donc, vraiment, il a créé un système de suspicion autour de l'économie qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup se retirent. Et puis, je vais plus loin. Vous savez, il a parlé de discuter, de revoir les contrats avec les puissances, les contrats d'hydrocarbures, de gaz et tout cela. Mais c'est des contrats qui ont été largement financés avant de pouvoir être exécutés. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, il faut te dire que les gens vont te retirer leur confiance, ils vont retirer leur argent et tu te retrouves dans une posture où tu dois trouver de l'argent. Comment tu le fais? Il faut noter justement que sur le volet risque pays, les notes de change à court et à long terme du Sénégal ont été abaissées par Standard & Poor's. L'institution révèle aussi l'absence de progrès dans l'obtention d'un soutien multilatéral concret qui permettrait d'accéder à un financement concessionnel moins coûteux et d'atténuer les tensions de liquidité auxquelles est confronté le trésor sénégalais. C'est pourquoi souvent on parle de système. Vous êtes dans un système, vous voulez le briser, mais il faut avoir de la solidité pour pouvoir le briser. C'est vrai, le discours est passionnant pour les populations, mais la réalité politique, la réalité économique donne du fil à retordre plutôt que à exécuter Victor, ce type de programme. Je partage entièrement l'avis de Michel Bétard et de notre co-débatteur qui est aux États-Unis. Le discours souverainiste, populiste,
qui a été tenu avant le pouvoir et dans le pouvoir n'a pas véritablement aidé le gouvernement Bassirou Diomaye Faye. Le gouvernement en ce moment a même un problème avec Woodside Energy qui a été retaxé. Ça, ce n'est pas fait pour rassurer, pour provoquer la confiance des investisseurs. Aujourd'hui, le gouvernement disait qu'ils vont plutôt injecter, et justement parce que les entreprises, les grosses entreprises, les multinationales ne sont plus tellement chaudes pour venir au Sénégal, au point où aujourd'hui ils veulent faire un investissement de près de 3 000 milliards aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour résorber le chômage qui est très élevé. Vous avez parlé de 19%, mais normalement qui est au-dessus puisque c'est autour de 23 ou 24%. Donc, les jeunes qui avaient beaucoup d'espoir en ce régime, finalement, se retrouvent complètement dessus avec toutes les grèves qu'il y a dans les écoles et dans les universités. Dame Babou, justement pour revenir sur cette note qui a été abaissée de B- à CC, C+, démontre une perspective à long terme qui paraît négative pour le Sénégal. Moi, ça revient toujours à ce que je disais du FMI. Ce n'est pas seulement le gendarme, mais c'est aussi le bras armé de tout ce qui... C'est aussi le bras armé de tout ce qui s'occupe d'argent au niveau élevé. En réalité, Moody's, Standard & Poor's, toutes ces entités qui prétendent faire des notations, en réalité, ils ne font que vous montrer que vous êtes fragile, que vous devez accepter les conditions de ceux qui nous payent pour faire les notations. N'oubliez pas que Moody's ou Standard & Poor's, ils ont des budgets 3 fois plus grands que le budget du Sénégal. Qui les paye? Pour qu'ils disent, pour qu'ils intimident en réalité nos économies, pour dire que si moi, Standard & Poor's, si je vous donne une mauvaise note, personne ne vous prêtera, donc il faut accepter les conditions du FMI, et les conditions du FMI sont les conditions des prêteurs, surtout les prédateurs. Merci monsieur. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de ce spécial Politicia qui traitera du Sénégal et de la coopération régionale juste après la pub. Nous sommes de retour sur ce plateau dans ce spécial Politicia consacré au Sénégal. Justement, cette deuxième partie est consacrée au Sénégal et à la coopération régionale. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Dame Babou, journaliste correspondant du groupe Sud Communication Sénégal depuis New York. Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier. Et Victor Djokoyi, journaliste, analyste politique. Nous entamons l'influence du Sénégal dans la sous-région et messieurs, je vous invite à suivre cet élément de la rédaction et on en discute juste après. S'exprimant à l'occasion de la fête marquant la fin du Ramadan le 21 mars 2026 à Ziguinchor, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a vivement encouragé la construction d'une puissance régionale solide en Afrique de l'Ouest. Face à un contexte mondial en évolution rapide, le chef du gouvernement a souligné l'impératif d'une union de forces ouest-africaines face aux défis actuels, qu'ils soient économiques, sécuritaires et géopolitiques, exigeant une coopération accrue, les réponses nationales isolées n'étant plus suffisantes. Je dis aux gens qu'il est possible d'être développé, même en étant un petit pays, mais il n'est pas possible d'être puissant. Or, ce qui se joue à travers le monde aujourd'hui, c'est des puissances. Mon rêve, c'est de voir l'émergence d'une puissance africaine. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest a tous les atouts. Il y a une certaine intégration culturelle entre les Africains de l'Ouest. Une forte mobilité des populations. Il y a des identités fortes, des identités similaires à travers tous les pays de l'Afrique de l'Ouest.
L'objectif affiché est de voir émerger dans les 20 prochaines années un bloc ouest-africain capable de rivaliser sur la scène internationale. Une ambition que le chef du gouvernement sénégalais estime réaliste au regard des dynamiques déjà à l'œuvre dans la région. Nous avons pu mettre en place une organisation qui est celle qui fonctionne le mieux parmi les organisations sous-régionales en Afrique, qui est la CEDEAO. Et un petit cadre qui nous concerne, nous, l'UEMOA. Tous les ingrédients sont là. Il faut que le leadership politique porte ce plaidoyer, mais en attendant, il faut que les peuples, parce qu'une intégration des leaders sans les peuples n'est pas une intégration. Dépassant le cadre de l'Afrique de l'Ouest, le Premier ministre sénégalais a étendu sa réflexion à la place du continent sur la scène mondiale, constatant ce qu'il interprète comme une marginalisation persistante de l'Afrique dans les instances internationales. Ousmane Sonko a lancé un appel à la mobilisation collective pour l'édification d'une véritable puissance africaine. Pour concrétiser cette ambition, il estime qu'un leadership politique fort est nécessaire, mais qu'il doit impérativement s'accompagner de l'adhésion des populations. Cette adhésion populaire est, selon lui, la condition essentielle pour bâtir une intégration durable et crédible. L'influence du Sénégal dans la sous-région, Dame Babou, Ousmane Sonko qui appelle à la construction d'une puissance régionale en Afrique de l'Ouest, soulignant l'impératif d'unir les forces face aux défis économiques, sécuritaires et géopolitiques contemporains. Je pense que sur les questions diplomatiques, quand même, il faut reconnaître au Sénégal une certaine stabilité depuis Senghor. C'est le même style, c'est un peu la volonté de ne jamais envenimer des situations ou de réagir très promptement quand il y a une crise. Je pense que c'est ça qui s'est passé avec le cas de l'AES, ce qui est une très bonne chose, parce que si vous vous souvenez, quand il y a eu les premiers coups d'État, la réaction de la CEDEAO n'était pas très commode, n'était pas vraiment avec la tête froide. Ça, c'est important. Mais l'appel de Ousmane Sonko, nous n'avons pas le choix que d'y répondre. Si vous voyez aujourd'hui, malgré que nos pays, surtout les pays francophones, se glorifient d'avoir comme partenaires l'Inde, la Chine, la France ou les États-Unis, aujourd'hui, le premier partenaire économique du Sénégal, c'est le Mali. Ça, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses voisins. Donc, on est obligé, effectivement, de trouver la solution sous-régionale. Pendant un moment, il y a eu quelques petites rivalités entre Dakar et Abuja qui avaient retardé certaines situations pour cette petite rivalité entre soi-disant grands pays économiques et grande diplomatie. Mais on n'a pas le choix que de nous unir et de trouver des formules intelligentes pour lier nos économies, renforcer nos économies. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, après 60 ans d'indépendance, les pays de la sous-région ne se sont pas battus pour avoir des autoroutes. Les manques de Casamance qui pourrissent chaque année, s'ils avaient le marché par les rails ou par l'autoroute, s'ils avaient le marché de Surulere et de Lagos et autres, des milliardaires du monde entier viendraient y investir. On n'a pas le choix de contourner cette situation économique réelle. Michel Betta, comment le Sénégal pourrait adapter sa diplomatie pour rester un acteur central en termes de résolution de crises sécuritaires et politiques dans la sous-région? Oui, il faut le dire, depuis Senghor, notre dame l'a rappelé, depuis Senghor, le Sénégal est un acteur essentiel dans la sous-région en termes de diplomatie et de lutte aussi contre le terrorisme, il ne faut pas se le cacher. Mais ce qui a manqué, je crois, à ce régime de Sonko et Faye, c'est un peu l'hésitation vis-à-vis des questions diplomatiques. Quand ils ont été élus, moi je pense qu'on attendait d'eux vraiment une médiation assez forte pour ramener les pays de l'AES à la table de négociation en vue
vraiment de dissiper les malentendus qu'il y avait avec la CEDEAO. Mais bon, on les a vus beaucoup hésitants, ils sont partis dans les pays de la CEDEAO, on n'a pas entendu de déclarations assez fortes. Ils sont partis dans les pays de l'AES, quand on a envoyé là-bas, ils n'ont pas eu de déclarations assez fortes pour assurer les partenaires de la CEDEAO. Et on en est encore aujourd'hui au niveau où l'AES est presque coupée de la CEDEAO. C'est vrai que l'appel est important, mais il faut poser des actes. Il faut surtout poser des actes pour aider à remettre les relations au beau fixe. On espère beaucoup du Sénégal parce qu'ils nous ont montré vraiment un vent de démocratie qui fait rêver. Hein. Là-bas, le peuple a choisi chaque fois son président et ça, tous les peuples africains aimeraient le faire autant. Mais bon, en matière de diplomatie, ce nouveau régime sénégalais est timide et il n'a pas d'action assez forte qui puisse lui donner l'aura qu'avait ses précédents présidents. Notamment, moi je veux revenir à Abdou Diouf, qui a résolu des conflits assez majeurs quand même, tels qu'en Guinée-Bissau et choses Yaya Jammeh, avec Yaya Jammeh aussi, ils ont résolu des conflits majeurs avec leur armée, avec leur engagement. Et ça, c'est ce Sénégal-là qu'on aimerait voir dans la diplomatie sous-régionale. Victor, avec l'émergence de nouvelles alliances politiques dans la région, comment le Sénégal pourrait adapter sa diplomatie pour rester un acteur central? D'abord, c'est une nécessité pour que le Sénégal et tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest se mettent ensemble. Parce qu'il y a un défi majeur. Le défi majeur aujourd'hui, c'est le terrorisme qui met à mal la stabilité des pays du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue culturel même. Ensuite, il nous faut une coopération sous-régionale. Cette coopération sous-régionale, avec le retrait des pays de l'AES, avait commencé à ne plus être assez stable, mais il faut que cela revienne. Donc, c'est pour cette raison, on va y arriver certainement, mais la nomination d'Abdoulaye Tebidi pour aller rencontrer les pays de l'AES est une bonne démarche. À côté de ça, il faut renforcer la coopération commerciale entre les pays africains, mais surtout les pays de la CEDEAO. Mais ça, ce moteur, ce dynamisme-là, ne peut être lancé que par le Sénégal, et Michel Betta l'a dit, évidemment, le Sénégal a toujours été à la pointe de tous les combats de réunification, d'unité, d'amitié, etc., etc. Et donc, nous attendons beaucoup, mais énormément beaucoup, de ce régime Diomaye Faye Oumar Sanko. Dame Babou, dans un contexte contemporain politique en Afrique de l'Ouest, le Sénégal a la présidence de la commission de la CEDEAO. Renforce-t-il son leadership? Il faut le noter, Abdoulaye Bathily, ancien député et ministre sous les présidences Abdou Diouf et Macky Sall, est pressenti pour être à la tête de la commission de la CEDEAO. Je ne suis pas sûr pour cette information encore, parce que le choix n'est pas encore fait. Il est plutôt l'envoyé spécial pour les États de l'AES du président Diomaye Faye, mon frère et ami Abdoulaye Bathily. Je pense que pour la commission, on attendra encore quelques semaines, voire quelques mois. Mais je pense que, comme Victor vient de le dire, heureusement ou malheureusement, un rôle du Sénégal, un rôle majeur, pour maintenir d'abord la tension à un niveau acceptable pour pouvoir ouvrir des négociations et des rencontres publiques comme privées. Je pense que ce leadership-là est absolument vital. Je ne le dis pas parce que je suis sénégalais. Et sur les autres questions, vous m'avez entendu. Mais je pense que c'est important parce que, quand même, en ce moment, si vous faites l'analyse croisée des rapports entre pays au niveau bilatéral, c'est très difficile de trouver un seul pays qui peut ouvrir les portes de tous les palais dans les 15 pays de la CEDEAO, si ce n'est le Sénégal. C'est vrai. Peut-être que la Guinée-Bissau traverse une situation un peu plus compliquée, etc. Même pour tous les autres pays de la sous-région, je pense que le Sénégal a quand même les moyens
de frapper à la porte, de se faire admettre et d'être écouté, ne serait-ce que pour ça aujourd'hui. C'est extrêmement important parce que dès le départ, les premières réactions de la CEDEAO et même de l'UEMOA, pour ceux qui sont des francophones, pour ceux qui sont des francophones qui utilisent le franc CFA, tout le monde avait braqué tout le monde. Ce qui fait que même le début de dialogue n'était pas possible. C'est pour cette raison que je pense qu'avec l'expérience du Sénégal et le fait quand même que c'est une diplomatie de tempérance peut être utile. Abordons à présent l'avenir politique du président Diomaye Faye. Je vous invite à suivre ces réactions de Sénégalais recueillies par notre correspondant Cheikh Omar Kamara à Dakar. L'avenir du président Bassirou Diomaye Faye et de sa coalition s'annonce sous de bons auspices, notamment grâce à la forte présence des jeunes au sein du pouvoir. Soutenir la jeunesse est essentiel et le président a placé cette priorité au cœur de son action. En retour, il appartient à cette jeunesse de se mobiliser autour du chef de l'État avec qui elle partage un lien d'affection et de confiance mutuelle. La coalition Diomaye, je pense que n'a pas d'avenir. Parce que quand vous voyez son coordinateur, Madame Mitouré, pour ne pas la citer, n'est-ce pas, a fait presque tous les régimes. Et son histoire avec les régimes passés n'a pas une bonne finition. Donc nous pensons que elle ne peut pas atteindre son objectif, même si on ne sait pas si c'est sincère ou c'est pas sincère. Pourquoi avoir un parti et créer une coalition de côté? C'est ça que je me pose, la question que je me pose tous les jours. C'est pas important. Tu as Pastef, tu as Sonko, ils sont tellement forts ici dans ce pays et tout le monde nous connaît, même dans l'international on nous connaît. Et toi qui veux venir créer ton coalition, c'est quoi le but en fait? C'est ça que je demande. Réaction mitigée des Sénégalais. Ces 2 ans de mandat restent par ailleurs marqués par la dégradation du tandem Faye-Sonko au sommet de l'État. Dame Babou, réaction? Moi, je vous garantis que du côté de l'opposition comme du côté de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est la nervosité totale. Parce que personne ne peut aujourd'hui faire une prédiction sensée de l'avenir de Diomaye sans le lier au résultat de la crise entre les deux. Parce que ce n'est plus un secret, hein, tout le monde sait qu'il y a une crise profonde entre les deux personnalités. Et je pense que ce qui rend la situation difficile pour le tandem, c'est qu'ils sont venus au pouvoir très très rapidement. Entre leur initiation à la politique et leur initiation à la gestion des affaires et l'arrivée au pouvoir, c'était très très court. Si vous vous souvenez, pourquoi Senghor n'avait pas beaucoup de problèmes à gérer les crises au sein du pouvoir. Et depuis 1948, il a eu à rompre avec le président Lamine Gueye, qui était son mentor. Ensuite, il a eu à rompre avec Mamadou Dia. Ensuite, il y a eu plusieurs situations avant qu'il ne vienne au pouvoir. Ça lui a appris à gérer des crises. C'est le cas du président Abdoulaye Wade, n'en parlons même pas. On ne sait pas combien de gens l'ont quitté avant qu'il ne vienne au pouvoir de 1974 à 2000. Ensuite, même Macky Sall, même si c'est à l'interne, sa rivalité avec Idrissa Seck, sa rivalité avec le fils du président Abdoulaye Wade, Karim Wade, et tout ça lui a permis d'apprendre dans des conditions très difficiles à gérer des questions de crise. C'est pourquoi aujourd'hui, ma réaction à moi, c'est une réaction de nervosité et je ne peux pas prédire vraiment parce que le problème peut se poser en fin de compte par victoire et défaite. Mais réconciliation, c'est très difficile, surtout avec une équipe qui n'a pas le pouvoir des crises à l'interne. Michel Betta, entre relance de la coalition Diomaye Faye président et en mars 2026 et le giga meeting tenu par Ousmane Sonko en novembre 2025, le duo autrefois considéré comme soudé face à l'adversité présente aujourd'hui des fissures. Pour moi, c'était prévisible. Hein. L'histoire de notre Afrique nous offre
plusieurs exemples de duos devenus des rivalités par la suite. On peut évoquer le Cameroun, Aïgo et puis le président actuel. On a vu tout cela même avait emmené Houphouët à éviter d'avoir un duo avec une quelconque personnalité. Aujourd'hui, moi, ce à quoi j'assiste au Sénégal, je me dis, mais ça dénote un peu de l'immaturité de ceux qui dirigent. Hein, parce que quand diriger, c'est prendre des décisions. Et Diomaye doit prendre des décisions vis-à-vis de Sonko. Parce qu'on ne peut pas diriger et se faire dicter les droits. Se faire dicter sa conduite. Toi, tu ne peux pas être en train de diriger et puis quelqu'un d'autre veut te dicter ta conduite. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu diriges, c'est toi qui dictes les conduites. Et là, actuellement, l'attitude de Sonko montre qu'il veut dicter, il veut envoyer Diomaye à faire ce que lui veut. C'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. C'est Diomaye qui est le président, laisse-le diriger. Mais quand ça devient impossible, il faut prendre des décisions radicales. Et je pense que Diomaye gagnerait plutôt très vite, parce qu'il lui reste encore 2 ans, 2 ans de mandat, il gagnerait pour prendre le lead dans la conduite du pouvoir qui est à lui, même si c'est par alliance il est arrivé là, c'est lui qui dirige, c'est lui qui sera jugé. Donc, qu'il prenne des décisions qui peuvent l'aider à diriger seul et véritablement lui-même par ses décisions. Il ne faudrait pas qu'il se laisse encore piétiner, je dis marginalisé, mais presque par son Premier ministre. Quand tu donnes des ordres et qu'il n'exécute pas, quand tu dis devant ça et qu'il ne fait pas, bon, ça, tu deviens maintenant une marionnette plutôt qu'un président. Moi, je le dis, et puis je vais conclure par là, je dis que le Sénégal, c'était un pays qui nous a montré une belle leçon de démocratie. Mais au-delà de la démocratie, il y a le pouvoir à gérer. Et il faut que Diomaye se montre à la hauteur de la gestion du pouvoir. Victor, réaction? Oui, Dame parlait tout à l'heure de colère généralisée. Moi, je parlerais plutôt de déception généralisée. Et ce que je veux rajouter ici, est-ce qu'il faut craindre une rupture de ce tandem-là? C'est déjà arrivé. Et c'est déjà arrivé, ce n'est plus une illusion, c'est déjà arrivé. Ce qui me peine, c'est qu'avant d'arriver au pouvoir, ils étaient porteurs d'espoir. Avec le discours qu'ils ont tenu, on s'est dit, si cela arrive, ils vont créer une rupture entre ce qui était et puis ce qui va être. Et naturellement, les jeunes, les vieux, tout le monde s'est mis derrière ces 2 jeunes-là. Mais malheureusement, au lieu plutôt de s'intéresser à la vie publique du Sénégal, l'électricité, les denrées de consommation, l'habitat, les loyers sont devenus extrêmement chers, le pétrole, etc., ils ne s'intéressent plus à la gestion de l'État, mais c'est beaucoup plus. Ils se sont caporalisés sur leur position et ils ont complètement délaissé la population. Et ça, j'en suis extrêmement déçu. Donc, ce que je pense, je sais que j'ai quelques informations que j'ai, mais nous disent qu'ils sont en train de partir vers comment on appelle ça, la sanction. Diomaye Faye va sanctionner Sonko et il va prendre beaucoup plus un technocrate pour l'aider à diriger les 2 années qui arrivent. Bon, est-ce que ça c'est la bonne manière? Est-ce que ça va augurer d'un bon avenir entre les deux? Moi, je ne sais pas. Mais Sonko a le PASTEF et Diomaye a créé Diomaye président, qui est une structure qu'il est en train de transformer peut-être en un parti politique. Donc, ce qui est sûr, la rupture, pour moi, elle est presque déjà consommée. Dame, comment définissez-vous aujourd'hui l'équilibre entre le leadership du chef de l'État et du Premier ministre, sachant que certains décrivent justement que le Premier ministre a une influence forte liée à la gouvernance du président Diomaye Faye? Je pense que si les rôles étaient inversés, ce serait plus facile à gérer. Mao Tse-tung et Chou En-lai, je ne sais pas, je suis trop papy peut-être pour prendre des exemples comme ça, mais Mao Tse-tung c'était le tribun qui s'occupait du parti, qui mobilisait, qui galvanisait, et Chou En-lai gérait froidement les affaires de l'État. Je pense que ce tandem-là n'est pas arrivé à faire cette distribution des rôles. L'un pour mobiliser,
pour faire la politique, pour galvaniser, pour protéger, et l'autre pour gérer le quotidien de l'État. S'il pouvait arriver, en politique, je ne dis jamais c'est pas possible, mais s'il pouvait arriver à réorganiser les rapports et les rôles pour laisser Sonko s'occuper de la politique et laisser Diomaye gérer l'État, peut-être c'est ce mince espoir qui me reste, mais comme Victor l'a dit, la rupture semble être consommée. Il ne nous reste qu'à prier. Michel, lors des législatives de novembre 2024, le PASTEF a remporté 130 des sièges sur 165. Justement, quelle perspective pour le PASTEF? Non, le PASTEF est je dis, il a le vent en poupe actuellement, le PASTEF, mais il va dépendre, son avenir dépendra certainement des résultats de la gestion non seulement du tandem, mais des résultats de la gestion de Diomaye. Parce que quand il s'agira de faire le bilan du mandat du PASTEF, c'est celui que Diomaye aura fait qui sera le résultat de la jauge des populations vis-à-vis de ce pouvoir-là. Donc, il gagnerait à poser des actes qui visiblement arrangent les populations et arrangent leur quotidien. Parce que jusqu'ici, moi je le dis, le Sénégal, ils ont fait des découvertes énormes en matière de pétrole, de gaz, mais jusqu'ici, il parlait même de renégocier ces contrats-là, il n'a pas encore fait, au point qu'on reste dans le statu quo, ces produits pétroliers. Je disais à quelqu'un même, je faisais cette bouteille avec lui, j'ai dit, mais comment, c'est aussi surprenant que cela me paraisse, quand dans les pays du Golfe, on découvre du pétrole, c'est bénéfique pour les populations. Mais en Afrique, on découvre du pétrole, des dimensions mondiales. Si je peux faire deux commentaires sur ce sujet. Allez-y. Je pense qu'en Afrique, il faut qu'on se souvienne que les richesses ne développent pas un pays. Vous voyez, les pays les plus riches sont les moins développés en Afrique. Ça, c'est le premier élément. Donc, les gens continuent à dire pétrole, gaz, pétrole, gaz, pétrole, gaz. Mais on n'est pas sûr que si c'est mal gouverné, on pourra nous développer avec ça. Et le deuxième élément, je pense que l'histoire de réviser les contrats, je ne sais pas pourquoi on insiste beaucoup. Depuis les années 76, sinon avant, quand les pays de l'Amérique latine ont nationalisé les compagnies de pétrole et autres, depuis lors, les contrats que vous signez, vous ne pouvez pas juste vous présenter pour dire c'est l'ancien gouvernement, donc moi je vais changer. C'est des lois qu'on a complètement verrouillées et à l'international. Si vous voyez les contrats, on dit toujours en cas de conflit, c'est le tribunal arbitral international qui est compétent. Vous ne pouvez pas prendre vos juges pour dire on a retiré votre licence. Oui, Michel. Je conclue pour dire qu'il faut que les richesses puissent aussi assurer notre développement. On ne va pas continuer de dire que les richesses n'assurent pas notre développement. Ça, c'est paradoxal. Ailleurs, les richesses assurent le développement des pays et des populations. Donc, il faut qu'en Afrique aussi, on y arrive. Donc, mon plaidoyer, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer de voir des richesses et continuer à demeurer pauvres. Il faut que les richesses nous aident à nous développer. Donc, pour conclure la question, je dirais qu'aujourd'hui, les Sénégalais portent encore beaucoup d'espoir dans la gestion de Diomaye et il faut qu'ils posent des actes qui puissent être bénéfiques pour ces populations. Victor, réaction il y a quelque chose d'important qui me vient à l'esprit que je voudrais dire ici, c'est que je m'appuie sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire chez nous. Quand il y a une crise dans un parti politique, le parti politique démontre sa force et son dynamisme en cherchant les solutions de ce problème-là à l'intérieur. Ce problème du Diomaye Faye, Ousmane Sonko, dure depuis longtemps. Et je pense que le PASTEF, qui est un grand parti aujourd'hui, parce qu'il est majoritaire à l'Assemblée nationale, devrait pouvoir trouver un mécanisme de résolution de cette crise-là. Il ne faut pas que ça perdure, parce que si cette crise-là perdure et que le PASTEF perd le pouvoir à cause de ça, pour que le PASTEF retrouve le pouvoir, ce sera complètement difficile. Donc, il faut forcément que le PASTEF
cherche à régler ce problème-là, démontre qu'il est un parti fort, qu'il est un parti dynamique, et il faut qu'il règle ce problème-là. Parce qu'une fois de plus, si le PASTEF perd ce pouvoir-là, pour le retrouver, ce sera un espoir complètement déçu. Voici ce que je pense. Dame, réaction sur cette partie? C'est vrai que, comme vous dites, les grands partis, y compris l'ANC et les autres, ils ont toujours eu des mécanismes pour gérer la crise. Parce qu'il y a un aspect important. En général, les dirigeants de ces partis-là, c'est des camarades qui sont ensemble depuis qu'ils sont étudiants, qui ont des relations humaines très fortes. Ce qui fait qu'il y a toujours des intermédiaires, mais quand vous avez un parti comme le PASTEF, où il y a vraiment une forte personnalité, une très forte personnalité, et un peu le sentiment que j'ai, c'est que Diomaye n'avait pas autre moyen que de chercher à sortir du PASTEF et de créer sa propre force politique, parce que je ne pense pas que ces dynamiques internes qui font que la rupture n'est jamais définitive, parce que les relations humaines datent de 20 ans, 30 ans, on est devenus presque des membres de la famille. Moi, j'en sais quelque chose, j'étais dans un parti, il y a eu des cassures, mais les amis qui étaient avec nous, qui n'étaient pas dans le même bord, nous sommes toujours restés très liés. Je pense que le passé, vraiment, c'est la vitesse avec laquelle s'est développé et a pris le pouvoir qui pose le problème. Dame Babou, journaliste, correspondant du groupe Sud Communication Sénégal depuis New York, merci d'avoir participé à cette émission. C'est mon plaisir. Merci. Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier, merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Victor Djokoyi, journaliste, analyste politique, merci d'avoir été parmi nous. Je suis complètement à votre disposition. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition spéciale de Politicia, à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.